Bonjour tout le monde, je vous propose dans cette vidéo de rejoindre Michel Béthane. Vous savez qui est pour ceux qui le savent, est un grand dégustateur reconnu depuis longtemps en France, peut-être l'équivalent de Robert Parker aux États-Unis. Une personne très douée, brillante, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, de beaucoup apprendre. Il est fondateur du guide Béthane de Sauve et depuis 12 ans avec Thierry de Sauve. Et puis il a collaboré pendant de nombreuses années à la Revue du Vin de France. Donc là, je lui pose quelques questions. Donc vous verrez, c'est une interview en mode plutôt détente, avec quelques questions qui permettront de le connaître de façon un peu moins professionnelle ou un peu moins derrière les barrières du métier. Voilà, je vous propose de me retrouver dans une prochaine vidéo sur Culture Wine TV. À très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à consulter le nouveau guide des vins Béthane de Sauve 2020. Et vous y retrouvez de nombreuses notes de dégustation, des commentaires sur les domaines. Voilà, résultat d'un long travail fastidieux sur toute une année auquel j'ai eu le plaisir de collaborer également pour la Bourgogne. À très bientôt. And I'm a little too romantic, oh, but baby, now don't get frantic, 'cause when I love, my loving's gigantic, oh, and I think that's alright. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Antoinette. Alors je vous présente Michel Béthane, le critique de vin sans doute le plus influent en France, avec une reconnaissance internationale. Alors Michel, tu étais professeur agrégé de lettres dans le début de ta carrière. Oui. Ça, tout le monde le sait, en tout cas tout le monde du vin le sait. Et qu'est-ce qui a déclenché en toi cette passion pour le vin ? Je crois que c'est un peu familial. Mon père aimait bien boire des bonnes bouteilles le dimanche. J'allais les chercher dans la cave. Alors c'est d'abord peut-être la poésie des noms, puisque je n'avais pas le droit d'en boire, mais enfin j'avais le droit de regarder les étiquettes avec des Chambolle, Musigny, Amoureuse, des choses comme ça. C'est assez poétique le vin. Puis alors les domaines des Comtes Lafon, domaine des... Bon, un môme de 12 ans, 13 ans. Et puis j'ai aimé les sauternes. J'ai commencé à boire des sauternes, un peu de champagne à partir de 14 ans, 15 ans. Voilà, et ensuite je me suis intéressé au vin comme certains jeunes d'aujourd'hui quand j'étais étudiant. À Normal Sup, il n'y avait pas encore des clubs de dégustation, mais on avait créé avec 2 ou 3 copains un mini-club et on allait écumer les Nicolas. À l'époque, c'était facile de trouver des grands vins vieux et on pouvait même se les payer et on se les partageait. Et puis il y avait le marchand de la montagne Sainte-Geneviève, de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, le père Besse, les caves Besse, qui était en face de l'ancienne école polytechnique. Et on allait le voir, il nous avait à la bonne, on tenait la boutique, on faisait la discussion avec lui. Maintenant c'était comme amateur, c'est un certain nombre de hasards qui ont fait que, voilà, d'amateur, je suis passé journaliste. À une époque de ma vie, je m'ennuyais à faire une thèse de doctorat. À Paris, je ne savais pas quoi faire et je suis rentré suivre des cours de dégustation de l'Académie du vin. C'était une école que Steven Spurrier avait créée à côté de sa boutique de vin à la Madeleine. Et voilà, comme je parlais un peu anglais, j'ai sympathisé. Michel Dova était mon premier prof. Il a trouvé un peu bizarre que j'en sache autant que lui. Et donc, Steven m'a demandé de commencer à faire 1 ou 2 cours en anglais, puis ensuite d'assurer les dégustations qu'il faisait toutes les semaines avec un grand vigneron. Et j'ai eu comme élève aussi Chantal Lecouty, qui venait de racheter la Revue du Vin de France. Voilà. On a sympathisé, elle ne savait pas avec qui remonter un peu la revue.
Et elle a demandé à Michel Dova et à moi-même de l'aider à remonter la revue. Je me suis retrouvé bombardé, journaliste du samedi, du dimanche et des vacances scolaires. D'accord. Voilà. Et si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais ce même parcours et sinon lequel? Ben, j'en sais rien. Moi, d'abord, j'ai voulu être musicien. J'ai fait beaucoup d'études de musique. Ensuite, comme un chef d'orchestre très célèbre, mais très méprisant vis-à-vis de ses étudiants, m'avait un peu atterré. Hein, et comme j'étais bon en latin et en grec, je suis rentré en Hippocagne, en arrêtant complètement toutes les études de musique qui pourtant avaient été relativement sérieuses. Et bon, ben voilà, j'ai fait des études de lettres, j'ai passé l'agrégation, j'ai enseigné, etc., etc. Le vin, en dehors du goût pour le vin, une bonne mémoire des saveurs, le vin, aurait dû rester un hobby. Hein. Bon, donc si c'était à refaire, je ne sais pas. Hein, peut-être les hasards ne le permettraient pas de le refaire. Hein. Il y a eu d'heureux hasards, mais peut-être que ce ne sont pas des hasards aussi. On dira que tout était prédestiné. Voilà. Oui, voilà. Peut-être une question à la fin qui te permettra de dire si c'est un hasard ou pas. Alors moi, j'ai la chance de travailler avec toi et de t'avoir suivi dans tes séances de dégustation. Tu as une capacité de mémorisation qui est hors norme, quand même. Et quel conseil principal pourrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait mémoriser le vin? Mémoriser le vin. Alors la mémoire affective, ça c'est compliqué. J'ai fait des études, je me suis battu avec une mémoire forcée. Quand la mémoire est forcée, elle oublie vite. Elle apprend vite, mais elle oublie vite. Donc les pans entiers de vocabulaire, latin, grec, etc., hein, les vers entiers, les scènes entières des pièces de Racine, de Corneille que j'apprenais par cœur, je les oubliais à peu près 6 semaines après les avoir apprises. Et puis, dans d'autres domaines, il y a une mémoire affective. Il se trouve que je l'ai dans le domaine du vin. Alors après, il faut l'entretenir. Hein. Il ne s'agit pas de ne faire que profiter, il faut l'entretenir. Et quand tu dis mémoire affective, est-ce que tu lis le vin plutôt à un instant, plutôt à un goût, plutôt à un arôme? Ton affect par rapport à chaque verre finalement ou chaque bouteille? Il y a la mémoire du goût. Oui. Et ensuite, cette mémoire du goût, par une sorte de magie, mais qu'on connaît bien, elle fait revivre le temps, elle fait revivre les sensations, elle fait revivre les lieux, les personnes, et c'est comme ça, hein, c'est-à-dire que tu la rattaches à des instants, tu la rattaches à des sensations, à des sensations historiques, à des sensations visuelles, à des sensations musicales aussi, puisque c'est ma formation de première et c'est ma sensibilité. Hein. Moi, j'écoute la musique d'un vin. Voilà, je ne déguste pas un vin, j'écoute la musique qu'il joue et j'essaye de la débrouiller. Dans ma tête. Alors en fait, qu'est-ce que toi tu penses de la dégustation, de l'analyse sensorielle, où on décortique tout, l'acidité, etc., etc., etc. Ça fait partie aussi des apprentissages qu'on doit avoir, même si c'est un peu barbant, parce qu'à un moment donné, enfin, quand on veut être critique en tout cas, hein, quand on veut être amateur, on n'a absolument pas besoin de ça. Mais quand on veut être critique, il y a un minimum de connaissances, je dirais rigoureuses, scientifiques, qui sont liées à l'œnologie, qui sont liées à l'analyse. Donc la dégustation analytique, il faut l'apprendre, c'est-à-dire peser un vin, hein, peser son alcool, son tanin, son acidité, etc. Quant à le juger, et aussi juger la façon dont il a été fait. Mais sinon, non, l'analyse sensorielle, elle fait partie du patrimoine de chacun d'entre nous avec sa culture, sa sensibilité, mais aussi ses gènes. On sait très bien que nous ne
ne ressentons pas les arômes, nous ne ressentons pas les saveurs, hein, nous ne les mémorisons pas de la même façon d'un individu à l'autre en raison de patrimoines génétiques différents. Et donc tu as fait le lien avec la musique. Alors hormis tes proches amis et les gens qui te connaissent un peu, je dirais que le grand public qui te lit ou qui suit tes articles et tes activités professionnelles ne savent pas que tu as cette même connaissance de la musique classique que celle que tu as avec le vin, c'est-à-dire un degré extrêmement poussé. Tu reconnais aux 5 premières notes le compositeur, l'orchestre, etc. Et qu'est-ce que tu peux nous révéler de ton histoire avec la musique ? Mon histoire avec la musique, c'est que depuis que je suis petit, ça m'émeut, hein, c'est l'émotion. La critique, c'est pas l'art de critiquer, hein, contrairement à beaucoup d'esprits mesquins qui se prennent pour des critiques. La critique, c'est l'art d'aimer d'abord, hein, c'est l'art d'admirer. Hein, pour être un bon critique, il faut aimer admirer. Et il faut être malheureux quand on a à dire du mal de quelque chose ou à critiquer ou à trouver un défaut. Hein, et je peux dire que ça ne rend pas la vie du critique facile, hein, quand il n'aime pas ça, critiquer. Hein, il n'affirme pas son pouvoir en critiquant, il affirme son pouvoir en admirant. Et si on ne l'a pas, on ne fera jamais un bon critique. Et c'est pour ça qu'on a la mémoire, hein, parce qu'à un moment donné, et quand on admire les choses, on les retient, elles vous marquent, elles s'inscrivent en vous, elles font partie de votre patrimoine, de votre histoire. Voilà. Donc quel est pour toi le point commun entre la musique et le vin finalement ? C'est un langage. Le vin raconte une histoire. Alors on peut l'apercevoir de façon différente. Il raconte son millésime, il raconte son lieu, il raconte sa lumière, il raconte son mélange de soleil et de pluie, il raconte son sol, il raconte peut-être aussi l'amour ou le désamour du vigneron dans la culture de sa vigne, de son habileté plus ou moins grande à vinifier, à élever, à mettre en bouteille. Il y a plein de choses comme ça que le vin te dit si tu sais l'écouter, si tu te concentres sur lui, sans avoir d'idées préconçues et sans avoir d'idéologie préconçue. La politique et l'idéologie en matière de dégustation, c'est ce qui tue les dégustations, comme ça tue tout le jugement critique dans tous les domaines. Parce qu'on oublie l'essence. Parce qu'on oublie d'écouter, de se concentrer sur le produit. On se concentre sur le producteur, sur l'idée qu'on se fait de sa personnalité, de sa classe sociale, voilà. Et on a des idées toutes préconçues sur des modes. On a des idées toutes préconçues sur des saveurs. Et on raconte évidemment un grand nombre de bêtises, avec un manque de cohérence dans la façon de parler et de dire, qui révèle les faiblesses humaines, hein, de chacun d'entre nous. On a tous nos faiblesses, et les critiques aussi ont leurs faiblesses. Et alors, si tu devais retenir qu'une seule chose de ton métier ou de ta carrière, ce serait quoi ? Eh bien, c'est le plaisir d'avoir d'abord goûté de grands vins, d'avoir rencontré ceux qui les ont faits, ceux qui contribuent à les faire. Et ça m'a redonné le goût de la terre et du sol, parce que par nos études, on va vers l'abstraction. Moi, j'étais un garçon des villes, j'étais un garçon qui n'aimait pas voir un ver de terre dans le jardinage. J'étais un garçon qui n'était bien que dans les livres, à l'intérieur, ou à écouter de la musique, etc., qui n'allait jamais dehors, qui faisait jamais attention au temps qu'il fait, à la lumière qu'il fait, etc. Le vin, par la viticulture, il m'a réappris un rapport à la nature que je n'avais pas, et j'en suis très reconnaissant. Alors, tu fais partie de ces hommes qui soutiennent les femmes dans les métiers du vin. Mais les femmes en général, dans tous les métiers. Les femmes en général. Mais en tout cas, dans ta sans partie... être souteneur, ne te trompe pas sur les mots. Dans ta partie professionnelle, en tout cas. Et connaissant les difficultés physiques de ce métier, comment juges-tu de la capacité de l'homme ou de la femme à exercer ce métier ?
Les femmes ont d'abord une sensibilité olfactive et gustative, je pense, en moyenne supérieure à celle des hommes. C'est pas de l'idéologie, c'est une inégalité naturelle. Bon, j'y peux rien. En revanche, elles ont physiquement moins de résistance à la consommation d'alcool, et donc il est évident que les dégustations marathon, qui sont malheureusement devenues obligatoires à cause de l'évolution de la critique et puis de la multiplication des vins et du droit à chacun d'être goûté et jugé, c'est compliqué, c'est fatigant. Maintenant, elles ont une sensibilité, elles sont plus franches par rapport à ce qu'elles ressentent. Nous, on déguise toujours et puis on fait de l'idéologie facilement, on fait de la politique facilement. Une femme, quand elle trouve que c'est pas bon, et elle va pas trouver des arguments bidons pour essayer de définir. Donc il y a une certaine forme d'honnêteté que j'apprécie beaucoup, voilà, et qui est sur le plan de l'hygiène importante pour nous, parce qu'on a quelquefois tendance à se mentir à soi-même, les hommes, et à mentir un peu aussi aux autres. Peut-être, mais peut-être qu'il y a aussi les mêmes choses. Vous avez des hommes qui sont très féminins sur ce plan, puis des femmes qui sont très masculines aussi. Alors, il y a des personnes qui consacrent leur vie entière à une cause, les religieux, les chercheurs. Et ta vie est aussi un sacerdoce, parce que laissant de côté ta vie privée, et puis moi j'ai pu te suivre sur ces journées marathon de dégustation, et ta vie est un sacerdoce. Et à ton sens, en quoi as-tu contribué au monde en portant ce métier ? Nous sommes un pays qui a la chance de produire un certain nombre de grands vins. Et cet ensemble est un patrimoine culturel de premier ordre. Bon. Malheureusement, il n'y a plus personne pour s'en occuper de ce patrimoine culturel. C'est-à-dire que les organismes, soit d'État, soit délégués à la filière viticole, destinés à contrôler la qualité, à la défendre, à l'illustrer, ça a disparu. Donc il fallait créer une sorte d'interface. La Revue du vin de France, qui par son histoire était la revue presque officielle des vins français, celle qui avait défendu les appellations d'origine, etc., et dans laquelle j'ai fait quand même 25 ans de parcours, en la remettant un petit peu à la place qu'elle a aujourd'hui. Pas tout seul, avec l'aide d'une équipe, avec l'aide de Thierry Dessauve à partir de 1989 aussi. On a essayé de faire ça, et ensuite à défendre la place du vin dans la société, dans la culture, puisqu'on a un lobby hygiéniste qui considère que c'est un poison et qui aimerait le voir disparaître de la consommation et de la table de chaque Français, sans se rendre compte du crime terrible sur le plan culturel, économique, enfin bon, et j'en passe et des meilleurs, que ça pourrait constituer. Donc voilà, il a fallu se sacrifier à cette cause. Il y en a de beaucoup plus importantes. Oui, mais il y en a d'autres qui s'en occupent. Oui. On se met chacun à la place. Voilà, on a toujours quelque chose à faire dans cette vie. Eh bien, peu à peu, un certain nombre de circonstances m'a mis dans cette place. Et voilà. Et c'est la même chose pour les grands vignobles historiques européens ou du monde, et j'ai sympathisé avec ceux qui sentent, qui ont la même sensibilité, les vignerons, d'autres critiques, et on essaye de maintenir la place du vin, et on essaye de transmettre surtout aux générations suivantes ce que les générations précédentes nous ont appris. La défense de notre patrimoine culturel. De notre patrimoine. En fait, on est un relayeur, on est un messager, mais aussi un relayeur. On relaie, et ça, c'est la partie pas visible de notre métier. On est souvent, évidemment, jalousé, critiqué, on est vendu, corrompu, tout ce que vous voulez.
J'ai été assez insulté, puisque l'insulte est facile dans ce pays sur les réseaux sociaux, hein, et puis on soupçonne toujours tous les critiques d'être payés, d'être pas honnêtes. Oui, enfin, de recevoir des caisses de vin, d'avoir une belle cave grâce aux dons des J'ai vignerons. pas mal acheté de vin dans ma vie, et bien sûr qu'on en reçoit pour la dégustation, on en redonne beaucoup, on en redistribue beaucoup, mais très peu on achète. Bon, il se trouve que j'ai quand même beaucoup acheté de vin. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier au départ. Quand j'étais professeur, je n'avais pas assez d'argent. Donc, les cours de dégustation et le travail de journaliste que je faisais en plus me permettaient de m'acheter des bouteilles. Voilà, parce qu'il faut toujours avoir acheté une bouteille pour bien la juger, savoir combien elle vaut, hein, et toujours garder en tête, et ne pas simplement parler que à partir des dossiers d'attachés de presse ou des échantillons qu'on reçoit, ce qui est le cas de beaucoup de journalistes, parce qu'il n'y a pas de presse, hein, il n'y a pas de moyens. Hein. La presse du vin, la critique du vin, la critique indépendante est très difficile parce qu'il n'y a pas d'espace. Et donc il faut créer une indépendance de l'intérieur. Et ça, c'est de la morale, c'est de la discipline, de l'éthique et de la discipline personnelle. On l'a ou on l'a pas. Et beaucoup de gens qui font la leçon aux autres sont incapables, dans plein de domaines de leur vie privée, de leur vie professionnelle, d'avoir la même éthique que celle qui reproche aux autres de ne pas avoir. Ça, c'est l'hypocrisie des donneurs de leçons. Merci Michel pour cette interview. Et puis, continuons à défendre notre patrimoine. Voilà. Bon. Merci. Voilà. Merci. And I'm a little too romantic, oh, but baby, now don't get frantic, 'cause when I love, my loving's gigantic, oh.